La seule intention de Chloé était d'organiser une surprise pour son mari, en déplacement professionnel. Elle était loin d'imaginer qu'en franchissant le seuil de cette chambre d'hôtel, elle découvrirait que le seul contrat qu'il s'apprêtait à signer était celui qui ferait voler leur mariage en éclats. L'atmosphère dans le hall du grand hôtel Beau Rivage était feutrée, imprégnée d'un parfum de lys et d'argent. Chloé traversa le sol en marbre poli, le cœur battant dans un compte à rebours avant la surprise. À la réception, elle obtint une copie de la clé avec un sourire complice, expliquant qu'il s'agissait d'une surprise pour leur anniversaire de mariage. Dans le couloir du 7e étage, seul le bruit doux de ses chaussures brisait le silence. Elle s'arrêta devant la porte 714, inspira profondément, en imaginant le visage choqué et heureux de Marc. La porte s'ouvrit sans un bruit, révélant une scène baignée par la lumière dorée du coucher de soleil. Il y avait une bouteille de champagne dans un seau à glace, des fraises sur un plateau d'argent et près du balcon, Marc, son mari. Il riait de quelque chose que lui disait une femme de dos, vêtue seulement d'un peignoir de soie. Le son de son rire, si familier, résonnait maintenant comme une trahison. Le petit paquet que Chloé tenait lui glissa des doigts, tombant au sol avec un bruit sourd. Le son déchira l'air. Ils se retournèrent tous les deux. Le sourire de Marc se figea, se transformant en un masque de panique, puis de pure fureur. Il ne se précipita pas pour s'expliquer. Il ne montra aucun remords. Au lieu de cela, il marcha droit sur elle. Avant que Sophie ne puisse dire quoi que ce soit, il attrapa fermement le bras de Chloé, la poussa dans le couloir et referma la porte derrière lui. « Mais qu'est-ce que tu fiches ici ?» siffla-t-il, la voix tranchante. « Je n'y crois pas. Il fallait que tu gâches tout, n'est-ce pas? Il fallait que tu ruines la soirée la plus importante de ma carrière. » Ces mots, ruiner la soirée la plus importante de ma carrière, résonnèrent dans l'esprit de Chloé, mais n'avaient aucun sens. Sa carrière, leur carrière. N'était-ce pas pour cela qu'elle était là, pour célébrer? Le visage de Marc, contracté en un masque de rage glaciale, semblait être celui d'un inconnu. Et à cet instant, l'image de l'homme en face d'elle se dissolut, remplacée par le souvenir du mari qui l'avait serré dans ses bras 3 nuits plus tôt. Le souvenir l'engloutit. Ils étaient dans leur salon, la lumière tamisée de la lampe créant une lueur chaude sur les meubles en bois. Marc l'avait appelé avec une urgence contenue dans la voix. « Mon amour, assieds-toi. J'ai une nouvelle incroyable. » Il lui prit les mains, ses yeux brillant d'une manière qu'elle avait appris à associer au succès. « Tu te souviens de cet énorme projet, celui sur lequel je travaille depuis des mois? C'est signé. Enfin presque. Il ne manque plus que la réunion finale pour signer les papiers, et ça se passera au grand hôtel Beau Rivage. » Il sourit, un sourire large et sincère qui la faisait toujours fondre. « C'est un complexe hôtelier. Mais ne t'y trompe pas. Je serai enfermé dans des salles de réunion toute la journée, à négocier avec des gens de tout le pays. J'aurai à peine le temps de voir la lumière du jour. » Il l'attira contre lui, l'embrassant sur le front. « Mais ça en vaudra la peine, Chloé. Cela assure notre avenir, l'avenir de notre famille. » Chloé sentit sa poitrine se gonfler de fierté. C'était l'homme qu'elle aimait, ambitieux, dévoué, pensant toujours à eux deux. « Tu vas tellement me manquer, » murmura-t-il, et elle le crut. Le souvenir sauta ensuite au lendemain, un café avec sa meilleure amie Juliette. « Je suis si fier de lui, Juju. C'est la plus grande réussite de sa carrière jusqu'à présent. » Juliette, l'éternelle romantique, sourit par-dessus sa tasse. « Chloé, s'il est dans un hôtel de luxe, pourquoi ne te montrerais-tu pas le dernier soir, sans prévenir? Tu frappes juste à la porte. Imagine sa tête! Ce serait la fin parfaite pour un voyage d'affaires aussi réussi. » Au début, Chloé hésita. « Oh, je ne sais pas. Il sera si fatigué. Je ne veux pas le déranger. » Mais Juliette insista. « Le déranger? Tu serais sa récompense. La coupe de champagne qu'il mérite. » L'idée germa dans l'esprit de Chloé, se transformant en un plan irrésistible. La surprise parfaite. Le geste d'amour qui couronnerait sa victoire. Et maintenant, de retour dans ce couloir froid et impersonnel, l'écho de ce rire qu'elle avait entendu depuis la chambre la ramenait à la réalité. La surprise romantique, la fin parfaite.
Tout cela se réduisait maintenant en cendres sous le regard méprisant de l'homme qui, quelques jours plus tôt, promettait de construire leur avenir. Le couloir de l'hôtel semblait s'être allongé, les murs se refermant sur Chloé. Le visage de Marc, à quelques centimètres du sien, était un paysage de fureur contenue. L'homme qui la consolait dans ses pires jours était maintenant la source de sa plus grande douleur. Son désir, à cet instant, était simple et impossible. Remonter le temps. Rentrer chez elle, dans la sécurité de son ignorance, où l'amour semblait encore réel. Mais la main de Marc sur son bras était une ancre, la retenant à ce moment de ruine. Marc baissa la voix, un murmure venimeux qui se voulait raisonnable. « Chloé, regarde-toi, tu fais une scène. C'est ce que tu voulais? Attirer l'attention? Tu ne pouvais pas me faire confiance pendant 2 jours ?» Le mot « confiance » la frappa comme un coup de poing. Il parlait de confiance alors que le parfum d'une autre femme flottait encore autour de lui. « Ce n'était rien », continua-t-il, mentant avec une facilité qui la terrifia. « Sophie est une partenaire d'affaires. Nous fêtions le contrat que nous venons de signer. Tu as tout mal interprété, comme d'habitude. » L'accusation la laissa sans voix. C'était sa faute. La faute d'avoir découvert, la faute de ressentir. Son monde était sans dessus-dessous, et il l'accusait de ne pas savoir dans quel sens il était. Son désir de remonter le temps mourut, remplacé par un besoin viscéral de comprendre. Comment pouvait-il mentir avec une telle conviction? La porte de la chambre 714 s'ouvrit. Sophie apparut, maintenant vêtue d'une élégante robe noire, les cheveux parfaitement coiffés, le maquillage impeccable. Elle n'avait pas l'air gênée ou surprise. Elle avait l'air ennuyée. Ses yeux balayèrent Chloé, un regard lent et dédaigneux de haut en bas, comme si elle évaluait un vieux meuble dont on ne voulait plus. Puis elle se tourna vers Marc, la voix mielleuse et impatiente. « Marc, chéri, notre réservation est pour 21 heures. Tu ne vas pas laisser ça gâcher notre célébration, n'est-ce pas ?» Le mot « ça » flotta dans l'air, une humiliation calculée. Chloé n'était pas une personne, c'était un obstacle. Cette insulte fut l'étincelle qui alluma quelque chose au fond de la douleur de Chloé. Une flamme de colère commença à brûler le brouillard du choc. Sa voix, auparavant coincée dans sa gorge, sortit tremblante, mais claire. « Une célébration ? Quel genre de célébration d'affaires se termine avec du champagne et un peignoir de soie, Marc ?» Elle le regarda enfin dans les yeux, non plus comme une victime paralysée, mais comme une femme exigeant des réponses. Voyant qu'il perdait le contrôle du récit, Marc changea de tactique. Il la lâcha. « Assez, ça suffit ce scandale. Descendons parler au bar. En adulte. » C'était un ordre, pas une invitation. Il se retourna et commença à marcher vers l'ascenseur, s'attendant à ce qu'elle le suive, comme elle le faisait toujours. Sophie sourit, un petit sourire victorieux, et marcha à ses côtés. Un instant, Chloé pensa à tourner les talons et à partir. Mais pour aller où? À la maison qui semblait maintenant un décor de mensonge? Non, son désir avait encore changé. Elle avait besoin de la vérité, toute la vérité. Et elle ne quitterait pas cet hôtel sans elle. Le trajet jusqu'à l'ascenseur fut une torture silencieuse. À chaque pas, l'esprit de Chloé travaillait avec fureur, déterrant des souvenirs et les réexaminant sous une nouvelle lumière. Une lumière cruelle et honnête. Ce voyage de dernière minute pour résoudre des problèmes à la filiale du Sud 6 mois auparavant. Les nuits où il rentrait tard, sentant un parfum qui n'était pas le sien, prétextant des réunions interminables avec des clients. Le relevé de carte de crédit avec une dépense dans une bijouterie qu'il avait juré être un cadeau d'entreprise. Chaque mensonge qu'elle avait avalé, chaque doute qu'elle avait fait taire au nom de la confiance, revenait maintenant la hanter. Les pièces du puzzle s'assemblaient à une vitesse vertigineuse, formant une image de trahison si vaste et si profonde qu'elle avait du mal à respirer. Comment ai-je pu être si aveugle? La question martelait sa tête. Qu'a-t-elle que je n'ai pas? Elle regarda Sophie, qui marchait avec une confiance inébranlable, comme si elle était la maîtresse du monde, la maîtresse de son mari. J'ai été une idiote, une épouse naïve et complaisante.
L'ascenseur descendait, et avec lui, la dernière lueur d'espoir qu'elle avait que tout cela ne soit qu'un terrible malentendu. La vie qu'elle aimait n'était pas réelle. C'était une farce bien construite, et elle était la dernière à le savoir. Le bar de l'hôtel était un refuge de luxe silencieux, avec des fauteuils en cuir et un éclairage tamisé qui rendait tout plus intime et sophistiqué. Cette atmosphère rendait la confrontation à venir encore plus brutale. Marc choisit une table isolée, agissant comme s'il était en contrôle total. Il commanda un double whisky, le geste d'un homme qui se sent puissant. Sophie s'assit à côté de lui, l'alliance parfaite des traîtres. Chloé s'assit en face d'eux, se sentant comme une accusée à son propre procès. Le murmure des conversations environnantes, les rires discrets d'autres couples, tout servait de rappel douloureux à la normalité qu'elle avait perdue pour toujours. Elle regarda ses propres mains, qui tremblèrent sur la table. La douleur était toujours là, une blessure ouverte dans sa poitrine. Mais sous la douleur, une nouvelle couche se formait, dure et froide comme la glace. Son désir n'était plus une question d'amour ou de pardon. C'était une question de dignité. Il l'avait trompée, humiliée, et maintenant il s'attendait à ce qu'elle accepte ses mensonges en silence. Non, elle ne quitterait pas cet hôtel en tant que l'épouse folle et hystérique qu'il essayait de dépeindre. Elle partirait la tête haute. Et pour cela, elle avait besoin que la vérité soit dite à haute voix, aussi laide soit-elle. Le whisky de Marc descendit d'une traite, le verre heurtant le bois de la table avec une finalité sombre. Le silence qui s'installa était lourd, chargé d'accusations tacites. Chloé sentait les regards en coin des tables voisines, la curiosité discrète du barman. Elle était au centre d'un spectacle qu'elle n'avait pas choisi. Ce fut Marc qui rompit le silence, la voix basse et contrôlée, mais chaque mot était une pierre lancée contre elle. Chloé, honnêtement, je ne sais pas quoi dire. J'attendais plus de toi. Après toutes ces années, après tout ce que nous avons construit, c'est ce que tu penses de moi, que je suis un traître. Il secoua la tête, un geste de déception profonde et répété. Ton manque de confiance en toi devient un sérieux problème. Tu le sais, n'est-ce pas? On en a déjà parlé. Tu dois apprendre à me faire confiance. L'audace de ces mots la laissa momentanément sans souffle. Il utilisait leur conversation intime, les vulnérabilités qu'elle avait partagées, comme une arme contre elle. Sophie, saisissant la perche, se pencha en avant, sa main se posant sur le bras de Marc dans un geste de soutien. « Marc, c'est peut-être de ma faute, dit-elle, la voix un velours de fausse modestie. Je n'aurais pas dû insister pour fêter ça juste tous les deux. J'étais tellement excité par l'affaire. Je suis vraiment désolé si elle a mal interprété la situation. La performance était parfaite. La professionnelle dévouée, l'amie innocente prise au milieu du drame d'une épouse jalouse. Ensemble, ils tissaient une réalité alternative, où Chloé était la méchante, la déséquilibrée, la seule coupable de cette nuit d'horreur. Chloé sentit une vague de nausée. Ils formaient une équipe. Depuis combien de temps formaient-ils une équipe? La question la transperça, ouvrant un abîme de nouveaux doutes et de nouvelles douleurs. Elle avait besoin d'un fait, d'une seule chose solide à laquelle s'accrocher au milieu de cet océan de mensonges. « La conférence, dit-elle, la voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. Tu m'as dit que tu venais pour une conférence. Où sont les autres participants? Où est ton badge ?» Le visage de Marc ne scia pas. Au lieu de cela, il sourit. Un sourire condescendant, las, qui la fit se sentir petite, enfantine. « Ah, Chloé, si naïve. Tu penses vraiment que des contrats de plusieurs millions d'euros se signent dans des auditoriums bondés avec des badges autour du cou ?» Il se pencha en avant, le ton de sa voix montant d'un cran, juste assez pour que la table voisine arrête de parler. La conférence principale a été reportée, oui, mais les réunions préliminaires, les négociations avec les investisseurs les plus importants, comme Sophie, ont été maintenues. En secret. C'est une affaire confidentielle, Chloé. Cela implique des clauses, de la discrétion, des choses que toi, avec ta méfiance maladive, tu ne pourrais jamais comprendre. Le volume de sa voix était maintenant délibéré.
Il ne parlait plus seulement pour elle, il se donnait en spectacle au public qu'il avait lui-même créé. « Tu vois ?» dit-il, écartant les bras dans un geste d'exaspération qui englobait tout le bar. « Voilà ce que tu fais. Tu envahis ma vie privée, tu me suis dans une autre ville comme une détective amateur, tu fais une scène dans le couloir, et maintenant tu veux que je viole des accords de confidentialité au milieu d'un bar pour satisfaire tes délires ?» Le mot « délire » résonna dans le silence qui suivit. Les gens ne se cachaient plus. Ils regardaient ouvertement, les visages un mélange de pitié et de jugement. Elle sentit son visage brûler, le sang lui montant aux joues, une vague de honte si intense qu'elle faillit l'étouffer. Il l'avait piégée. Si elle continuait à l'accuser, elle passerait pour encore plus folle. Si elle se taisait, elle admettrait sa défaite. Et pendant un long moment, elle se tut. La certitude qui l'avait poussée à descendre dans ce bar commença à s'effriter sous le poids de son attaque. Son esprit, épuisé et blessé, commença à se retourner contre elle-même. Et s'il disait d'une manière ou d'une autre la vérité? Et s'il y avait une explication logique, confidentielle et professionnelle à tout cela? Et si elle, aveuglée par la peur et le manque de confiance, venait de détruire la plus grande opportunité de sa vie? La voix de sa mère résonna dans son esprit des années auparavant. « Fais attention, ma fille. Tu ressens les choses trop intensément. » Les commentaires des amis. « Chloé, parfois tu réfléchis trop. » C'étaient des graines de doute que Marc avait patiemment arrosées tout au long de leur mariage, et qui maintenant fleurissaient dans un jardin empoisonné de dégoût de soi. Il l'appelait toujours « mon petit ouragan », un surnom qui sonnait affectueux, mais qu'elle comprenait maintenant comme une façon de dévaloriser ses sentiments. Elle regarda ses mains, son alliance qui semblait soudainement lourde, un anneau de plomb. Sa logique était si cohérente, sa performance si convaincante. Sophie le soutenait d'un silence digne. Et elle était l'intruse, la femme en larmes qui avait tout gâché. Dans le miroir derrière le bar, elle vit son propre reflet, une femme pâle, aux yeux écarquillés, ayant l'air d'être exactement ce dont il l'accusait. Instable. Le barman s'approcha discrètement. « Madame, tout va bien? Souhaitez-vous un verre d'eau ?» Sa gentillesse était presque pire que les regards de jugement. C'était la preuve finale qu'elle ressemblait à une victime, une pauvre femme, quelqu'un qui avait besoin d'aide. L'humiliation était complète, une chape de plomb qui l'immobilisait sur sa chaise. Marc observa la défaite sur son visage et sut qu'il avait gagné. Maintenant, c'était l'heure du coup de grâce. Il se détendit sur sa chaise, le ton de sa voix passant de la colère à une compassion paternaliste, ce qui était infiniment plus cruel. Il se tourna vers Sophie, mais parla assez fort pour que tout le monde autour entende. « Je suis désolé pour ça, Sophie. Vraiment. Ma femme, elle ne va pas bien ces derniers temps. Elle traverse une période très difficile. » Cette déclaration la frappa avec la force d'une gifle. Il ne mentait pas seulement sur leur liaison, il mentait sur sa santé mentale. Il la faisait passer pour une malade mentale pour sauver sa peau. Le public d'inconnus la regardait maintenant avec une nouvelle compréhension. Elle n'était pas seulement une épouse jalouse, c'était une pauvre chose, un fardeau pour cet homme patient et brillant. Finalement, il se tourna vers elle, le regard plein d'une fausse inquiétude. « Chloé, je pense qu'il vaut mieux que tu partes. Prends un taxi, rentre à la maison et repose-toi. Nous parlerons demain, quand tu seras plus calme. » Il ouvrit son portefeuille, et ce geste fut l'agression finale. Il sortit 3 billets de banque et les posa sur la table près de sa main. « Pour le taxi et pour manger un morceau, ne t'inquiète pas. » Cet argent offert comme une aumône était sa déclaration finale. « Tu n'as aucun pouvoir ici. Tu es un problème que je règle avec de l'argent. Tu es insignifiante. » Il se leva, ajustant sa veste. Sophie se leva avec lui, un sourire presque imperceptible sur les lèvres. Ils regardèrent Chloé un dernier instant, une image de pouvoir et de mépris. Puis, ils lui tournèrent le dos et quittèrent le bar, la laissant seule à la table, avec l'argent de l'humiliation, sous le poids de centaines d'yeux qui la jugeaient sans connaître la moindre vérité. Chloé resta assise, une statue de glace, au milieu de la chaleur discrète du bar. Le son de la porte se refermant derrière Marc et Sophie fut définitif, un point final à la vie qu'elle connaissait.
L'argent sur la table semblait se moquer d'elle, 3 morceaux de papier qui résumaient la valeur qu'il accordait à sa souffrance. C'était le prix de sa discrétion, le paiement de son humiliation. Autour d'elle, le monde revenait lentement à la normale. Les conversations reprenaient, les rires fusaient de nouveau, mais pour Chloé, le silence était assourdissant. Elle sentait chaque regard, réel ou imaginaire, comme une aiguille sur sa peau. Il la voyait comme Marc voulait qu'il la voie, l'épouse folle, la femme instable, la cause du problème. Son récit était si puissant, si bien exécuté, que pendant un instant terrifiant, elle y crut presque. Peut-être était-elle tout cela. Peut-être que la douleur qu'elle ressentait n'était que la preuve de sa faiblesse, de son échec à être l'épouse confiante et compréhensive qu'il méritait. Les larmes qu'elle avait si fort retenues menaçaient maintenant de déborder, non pas de tristesse, mais d'un épuisement profond, d'un désir écrasant de simplement disparaître, de se fondre dans le fauteuil en cuir et de ne plus jamais avoir à affronter le monde. Elle regarda l'argent. Ce serait si facile, le prendre, aller à la réception, appeler un taxi et s'enfuir, fuir cet hôtel, cette ville, cette vérité insupportable. C'est ce qui l'attendait. C'est ce que la femme faible et déséquilibrée qu'il avait décrite ferait. Sa main trembla, se déplaçant vers les billets. « Excusez-moi, madame. » La voix était calme, grave, et ne contenait pas une once de pitié. C'était une voix pleine de respect. Chloé leva les yeux, surprise. Debout à côté de sa table, se tenait un homme plus âgé, peut-être dans la soixantaine, portant un costume impeccable, avec des cheveux grisonnants et un regard qui transmettait une intelligence sereine. Il ne la regardait pas comme une curiosité, mais comme son égal. « Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer ce qui s'est passé, » dit-il à voix basse, pour qu'elle seule puisse l'entendre. « Je vous prie de ne pas mal me comprendre. Je ne veux pas être indiscret. Mais j'ai vu ce que cet homme a fait, et personne, absolument personne, ne mérite d'être traité de cette manière. » La validation inattendue dans ses paroles fut comme un verre d'eau dans le désert. Il ne la jugeait pas. Il confirmait l'injustice. Pourtant, la méfiance était une muraille autour d'elle. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, la voix rauque. « Je ne vous connais pas. » L'homme esquissa un léger sourire, un sourire qui n'atteignit pas ses yeux, qui restèrent sérieux. « Non, vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Alain Bernard, mais je connais votre mari. » Cette déclaration la fit se raidir. Était-ce un de ses amis, venu pour achever le travail, pour la convaincre de partir en silence? « J'ai connu Marc Fournier il y a quelques années, » poursuivit M. Bernard, semblant lire dans ses pensées. « Ou plutôt, j'ai connu la façade qu'il présente au monde. Nous avons fait des affaires ensemble, des affaires qui m'ont appris une leçon très coûteuse. » Il fit un geste vers la chaise vide. « Cela vous dérange ?» Chloé, toujours méfiante, mais maintenant curieuse, se contenta d'hocher la tête. Il s'assit en gardant une distance respectueuse. « Madame, puis-je vous appeler par votre prénom ?»« Chloé, » murmura-t-elle. « Chloé, » répéta-t-il. « L'homme qui vient de partir a un talent rare. C'est un architecte de réalité. Il construit des récits si parfaits, si pleins de détails convaincants, qu'il semble y croire lui-même. Et son principal talent est de faire en sorte que tous ceux qui remettent en question sa réalité se sentent fous. » Chaque mot de M. Bernard était un baume pour l'âme blessée de Chloé. Il décrivait exactement ce qu'elle venait de vivre. Il la comprenait. « Il y a 5 ans, Marc m'a approché avec une proposition d'investissement, » expliqua-t-il, le regard perdu dans un souvenir amer. C'était brillant, révolutionnaire. Il m'a montré des tableurs, des projections, des contrats préliminaires. C'était l'opportunité d'une vie. J'ai investi une somme considérable, le patrimoine de toute une vie de travail. Et pendant des mois, tout semblait parfait. Il m'envoyait des rapports d'avancement, parlait de réunions, de progrès, jusqu'au jour où il a disparu. Le projet, l'argent, tout. Quand je l'ai finalement retrouvé, il m'a regardé avec la même expression de déception qu'il a utilisée avec vous, et m'a expliqué, avec un calme effrayant, que j'avais tout mal compris, que l'investissement était à haut risque, et que ma cupidité m'avait aveuglé. Il m'a fait passer pour un idiot, un amateur qui ne savait pas comment fonctionnait le monde des affaires.
Il m'a humilié devant d'autres partenaires et s'en est sorti comme le professionnel sensé qui avait tenté de m'avertir. Son histoire était un écho de la sienne. La même tactique, le même abus psychologique, simplement dans un décor différent. Le mur de méfiance de Chloé commença à s'effondrer. Il n'était pas là par pitié. Il était là par un sens de la justice tardive. Monsieur Bernard se pencha légèrement en avant, la voix encore plus basse. « Chloé, j'ai vu la façon dont il vous a parlé. Je l'ai entendu mentionner un voyage d'affaires, des réunions confidentielles. C'est la même histoire qu'il m'a racontée. Mais la vérité est un fait têtu. Et moi, par une énorme coïncidence, j'ai un fait qui pourrait vous intéresser. » Le cœur de Chloé se mit à battre plus vite, cette fois non pas de panique, mais d'une attente féroce. « Je suis dans cet hôtel par hasard, pour une réunion demain, dit-il, mais je sais avec une certitude absolue la vraie raison pour laquelle votre mari est ici. » Il marqua une pause, laissant le poids de ses prochains mots s'installer dans l'air. La conférence sur l'investissement dont il s'est probablement vanté, le grand événement du Grand Hôtel Beau Rivage, a été annulée il y a 2 semaines. La révélation la frappa avec la force d'une vague. Annulée, pas reportée, pas restreinte à des réunions secrètes, simplement annulée. Un email officiel avait été envoyé à tous les participants. « Je le sais », ajouta M. Bernard, avec une finalité tranchante, « parce que j'ai reçu cet email. » Le mensonge de Marc n'était pas seulement une distorsion de la vérité, c'était une fabrication complète, du début à la fin. L'image de lui, l'homme d'affaires puissant et stressé, se réduisit en poussière, révélant le pathétique menteur en dessous. À cet instant, la douleur de Chloé ne disparut pas mais se transforma. Le marécage de la honte et du doute de soi s'assécha, laissant place à un sol solide et ferme de colère pure et cristalline. Le brouillard s'était dissipé. Elle n'était pas folle. Elle n'était pas peu sûre d'elle. Elle était une femme qui avait été trompée, la victime d'une fraude, non seulement financière comme M. Bernard, mais émotionnelle. Son regard croisa celui de l'homme en face d'elle, et pour la première fois cette nuit-là, elle ne se sentit pas seule. Elle se leva. Le tremblement de ses mains avait cessé. « Merci, Monsieur Bernard, » dit-elle, la voix ferme, sans une trace de larmes. « Vous n'avez pas idée à quel point vous m'avez aidé. » Elle regarda les 3 billets sur la table. Du bout des doigts, elle les repoussa, un geste de dégoût silencieux. Elle n'avait pas besoin de cet argent, elle n'avait pas besoin de sa charité. Elle avait maintenant quelque chose d'infiniment plus précieux. Elle avait la vérité, et la vérité était une arme. Chloé ne se dirigea pas vers la sortie. La révélation de M. Bernard était une clé, et elle ne quitterait pas cet hôtel avant d'avoir ouvert la dernière porte de cette prison de mensonges. Avec un calme qu'elle ne se connaissait pas, elle se dirigea vers les toilettes des dames. La femme qui la fixa dans le miroir était une inconnue. Il y avait des cernes sombres sous ses yeux, mais ses yeux brillaient d'une nouvelle lumière, une flamme froide et dure qui s'était allumée dans les cendres de l'humiliation. Les larmes avaient séché. Le désespoir s'était solidifié en détermination. Les mains fermes, elle ouvrit son sac, retoucha son maquillage, non pas pour cacher la douleur, mais pour encadrer la fureur dans ses yeux. Elle arrangea ses cheveux, lissa sa robe. Chaque geste était un acte de guerre, la préparation d'un soldat pour la bataille finale. Il ne la verrait pas pleurer, il ne la verrait pas briser. Il la verrait comme la reine sur l'échiquier, la pièce qui, bien qu'encerclée, a le pouvoir de renverser le roi. Elle sortit des toilettes et, au lieu de s'exposer, trouva un endroit stratégique dans le hall, un fauteuil en velours caché derrière une grande plante d'ornement. De là, elle avait une vue dégagée sur les ascenseurs et le comptoir de la réception. Elle était maintenant une chasseresse, et la patience, qui était autrefois une vertu d'épouse, était maintenant sa plus grande arme. Elle attendit. Chaque minute qui passait était une brique de plus dans le mur de sa résolution. Le temps de la victime était révolu. Le temps de la justice allait commencer. 10, 20, 30 minutes passèrent. Puis, la sonnerie de l'ascenseur retentit. Les portes s'ouvrirent et ils apparurent. Marc et Sophie. Le changement dans leur attitude était frappant. Au bar,
Marc était le lion acculé, tendu et agressif. Maintenant, il était détendu, le bras possessivement autour de la taille de Sophie. Il riait de quelque chose, une blague intime, le son résonnant sur le marbre du hall. Il croyait que la tempête était passée, que le problème, l'épouse folle, avait été expédié avec quelques billets. Il ressemblait au couple parfait, riche, beau, maître du monde. La vue d'eux ensemble, si à l'aise dans leur trahison, ne causa pas à Chloé la douleur qu'elle attendait. Au lieu de cela, elle ressentit un mépris glacial. Ils se dirigèrent vers le comptoir de départ, l'arrogance dans chaque pas. Marc tendit la carte de crédit de l'entreprise à la réceptionniste, avec un sourire charmeur. « Bonjour, départ de la chambre 714. Le séjour a été exceptionnel. » L'ironie retourna l'estomac de Chloé. C'était le moment. Elle se leva, le bruit de ses talons sur le sol en marbre fut le seul avertissement. Elle ne courut pas. Elle marcha d'un pas mesuré, chaque pas un battement de tambour annonçant la confrontation. Elle s'arrêta à côté d'eux au comptoir, son parfum subtil coupant l'air. « J'espère que la célébration en valait la peine, Marc, dit-elle. » Sa voix était basse, presque un murmure, mais elle trancha leur rire comme du verre. Ils se retournèrent tous les deux, le choc se lisant sur leur visage. Le visage de Marc devint blême. Sophie fit un pas en arrière, comme si elle avait vu un fantôme. « Chloé » balbutia Marc, son sang-froid s'évaporant instantanément. Il tenta la même tactique, l'agression. « Je ne le répéterai pas. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Rentre chez toi, tu te donnes en spectacle. » Mais ces mots n'avaient plus de pouvoir. Elle n'était plus la même femme qu'une heure auparavant. Elle l'ignora et se tourna vers la réceptionniste qui regardait la scène les yeux ronds. « Bonjour, » dit Chloé avec un sourire poli. « Excusez l'interruption. Mon mari, Monsieur Fournier, finalise juste les détails de son voyage d'affaires. Il était ici pour la grande conférence sur l'investissement de l'hôtel, vous savez ?» Elle marqua une pause, laissant l'information flotter dans l'air, avant de retourner le couteau dans la plaie. « Mais c'est étrange. Vous ne trouvez pas? Parce qu'un ami de la famille, qui devait également être l'un des orateurs principaux, m'a appelé tout à l'heure. Il m'a informé que la conférence a été annulée, il y a 2 semaines. Le mot « annulé » fut prononcé avec une clarté cristalline, et il résonna dans le silence du hall. La réceptionniste fronça les sourcils, une lueur de compréhension dans les yeux. Son masque professionnel glissa, et elle regarda Marc avec une nouvelle suspicion. Marc pâlit. « C'est absurde, tenta-t-il, la voix chevrotante. Ton ami est mal informé. C'était des réunions privées, des réunions d'urgence. » Chloé rit, un rire court, sans joie. « Des réunions privées? Comme c'est pratique, laisse-moi deviner dans la chambre 714 ? Avec du champagne et des fraises? Avec qui, Marc? Qui étaient les autres investisseurs secrets ?» Elle se tourna alors vers Sophie, qui était figée à côté de lui, le visage un masque de panique. « Et vous, Sophie, vous devez être l'investisseuse principale. Dites-moi, quel était le thème de votre réunion confidentielle? Stratégie de trahison d'entreprise? Ou comment détruire des familles et appeler ça du réseautage ?» L'attaque directe fit reculer Sophie. Elle n'était plus la femme supérieure et ennuyée maintenant. Elle était une complice prise en flagrant délit. « Marc !» siffla-t-elle, les yeux implorant un salut qu'il ne pouvait offrir. « De quoi parle cette femme? Dis quelque chose !» Mais Marc n'avait plus rien à dire. L'architecture de sa réalité s'était effondrée. Chaque mensonge qu'il avait construit était en ruines autour de lui. Les regards dans le hall n'étaient plus de pitié pour Chloé, mais de mépris pour lui. Le puissant dirigeant n'était maintenant qu'un menteur ordinaire, exposé en plein jour. Chloé savoura le silence un instant, le silence de la victoire. Elle se tourna vers Marc, son regard n'étant plus celui d'une épouse trahie, mais d'un juge rendant sa sentence. « Tu sais, pendant un terrible moment, là-bas au bar, tu m'as presque convaincu, » dit-elle, la voix calme et ferme. « Tu m'as presque fait croire que la folle, c'était moi, que celle qui avait tort, c'était moi, que mes sentiments étaient des délires. Tu as passé des années à faire ça, n'est-ce pas? Me rabaisser petit à petit, pour que je ne remette jamais en question ton monde parfait. » Elle fit un pas en avant, et il recula,
instinctivement. Mais le problème, ce n'a jamais été moi, Marc. Le problème, c'est ce vide que tu portes en toi. Un vide si grand que tu as besoin de le combler avec des mensonges, des tromperies, avec la destruction de tout ce que tu touches. Parce que tu ne sais rien construire de vrai. Alors elle fit le geste qui scellerait la fin de tout. Lentement, délibérément, elle retira l'alliance en or de son doigt. L'anneau qu'il y avait placé avec des promesses d'amour éternel. Elle ne le lui jeta pas. Elle ne le jeta pas par terre. Avec une dignité qu'il n'aurait jamais, elle le posa doucement sur le comptoir en marbre poli, à côté de sa carte de crédit. Le petit anneau d'or ressemblait à un monument à son mensonge. « Tu peux la garder, » dit-elle, la voix résonnant d'une finalité absolue. « Utilise-la pour payer la note, ou offre-la en cadeau à ta prochaine partenaire. Il semble que ce soit le seul langage que tu comprennes vraiment. » Elle lui lança un dernier regard, non pas de haine ni d'amour, mais d'une indifférence écrasante. Elle le vit peut-être pour la première fois tel qu'il était vraiment. Un homme petit, faible et pathétique. Elle regarda Sophie, qui pleurait silencieusement, le maquillage coulant, son image de pouvoir complètement détruite. Et puis, Chloé se retourna. Elle tourna le dos aux ruines de son mariage, à l'homme qui était son passé, et elle marcha. Chaque pas vers la porte d'entrée de l'hôtel était plus léger que le précédent. Elle ne se retourna pas. Le soleil du matin la frappa lorsqu'elle poussa les portes en verre, et pour la première fois depuis longtemps, elle respira profondément un air qui semblait pur, un air qui sentait la liberté. En franchissant les portes tournantes du grand hôtel Beau Rivage, l'air de la ville n'avait jamais semblé aussi frais. Le soleil du matin réchauffa le visage de Chloé, et le bruit chaotique de la circulation, qui l'agaçait autrefois, sonnait maintenant comme le pouls de la vie. Un rappel que le monde continuait de tourner, vaste et plein de possibilités, au-delà de cette bulle de mensonges. Le poids sur ses épaules, un poids qu'elle portait depuis des années sans s'en rendre compte, se dissipa tout simplement. Elle ne pleura pas. Au lieu de cela, un rire fusa de sa poitrine, un son étrange et libérateur. Elle rit de l'audace de Marc, de la lâcheté de Sophie, et par-dessus tout de la femme qu'elle avait été, celle qui croyait que l'amour signifiait faire taire sa propre intuition. Elle ne rentra pas à la maison, leur maison. Au lieu de cela, elle marcha sans but pendant quelques pâtés de maison, jusqu'à ce qu'elle trouve un petit café, un endroit anonyme avec une odeur de grains torréfiés et de pain frais. Elle commanda un expresso et s'assit près de la fenêtre, regardant les gens passer, chacun vivant sa propre histoire. Pour la première fois, elle ne se sentait pas comme la moitié d'un couple, mais comme une entité entière, à part entière. Ce café n'était pas un acte de tristesse ou de solitude, c'était son premier acte en tant que présidente de sa propre vie. Elle prit son téléphone, non pas pour appeler des amis ou de la famille pour chercher du réconfort, mais pour chercher des appartements. Petits, ensoleillés, juste pour une personne. L'avenir, qui quelques instants plus tôt semblait un abîme, s'étendait maintenant comme une page blanche. Pendant que Chloé buvait son café, le rideau final tombait sur la farce dans le hall de l'hôtel. Le silence laissé par son départ était plus accablant que n'importe quel cri. Marc resta figé, l'alliance en or brillant sur le marbre, comme une petite pièce à conviction sur une scène de crime. La réceptionniste, avec un sang-froid professionnel impeccable, s'éclaircit la gorge. « Monsieur Fournier, y aura-t-il autre chose ?» La simple question le brisa. Il regarda Sophie, espérant une alliance, un soutien, mais ne trouva que de la fureur. « Tu as menti !» siffla-t-elle, la voix basse et pleine de venin. « Tu m'as dit que c'était une pauvre fille, une femme fragile que tu contrôlais. Tu ne m'as pas dit que tu étais mariée à une lionne. » Son insulte ne portait pas sur la trahison, mais sur sa faiblesse. Il s'était révélé être un mauvais investissement. « Tais-toi, Sophie !» rétorqua-t-il, le charme évaporé, ne laissant que l'agressivité brute. « C'est de ta faute. Si tu n'avais pas été si négligente... » La dispute qui s'ensuivit fut laide, chuchotée, pleine d'accusations et de mépris mutuels. Leur partenariat, construit sur la commodité et l'adrénaline du secret, ne survécut pas à 5 minutes en pleine lumière.
Il paya la note de l'hôtel, et ils partirent séparément, deux étrangers fuyant le même désastre qu'ils avaient créé. Pour Marc, ce fut le début de la fin. L'histoire, comme c'est toujours le cas pour de telles histoires dans les cercles appropriés, se répandit, non pas comme un drame d'infidélité, mais comme une preuve de son mauvais jugement. Un homme qui ment à sa femme avec une telle désinvolture ment aussi à ses partenaires. Un homme qui perd le contrôle de sa vie personnelle n'est pas digne de confiance pour gérer des millions. Des contrats furent réévalués, des partenariats furent rompus. Sa chute ne fut pas un fracas, mais un effondrement lent et constant d'une réputation qui, comme sa vie personnelle, était une façade creuse. 6 mois plus tard, le soleil entrait par les fenêtres d'un appartement qui n'avait rien à voir avec la maison sombre et imposante que Chloé appelait autrefois son foyer. Il était plus petit, plus lumineux, rempli de plantes et des couleurs qu'elle aimait, des couleurs que Marc avait toujours trouvées trop voyantes. Sur un mur, un diplôme d'architecte qui avait passé des années dans une boîte était maintenant fièrement accroché. Elle avait ouvert sa propre petite agence, se concentrant sur des projets de design d'intérieur pour des gens qui, comme elle, prenaient un nouveau départ. Le travail la comblait, la mettait au défi. Ses journées étaient longues, mais elles lui appartenaient. Le rire était une constante dans sa nouvelle maison, le rire d'amis comme Juliette, qui venaient pour des dîners improvisés où la seule règle était d'être authentique. Un soir, elle retrouva la carte que M. Bernard lui avait donnée et lui écrivit un email, non pas pour détailler sa victoire, mais simplement pour le remercier d'avoir été une lumière dans l'obscurité. Sa réponse arriva le lendemain, courte et profonde. « Je suis heureux d'apprendre que vous allez bien. » La vérité trouve toujours son chemin. Chloé apprit que le divorce n'était pas la fin de l'histoire, mais la fin du prologue. La véritable histoire ne faisait que commencer. Elle découvrit la différence cruciale entre la solitude et le fait d'être seule. La solitude était ce qu'elle ressentait dans les dernières années de son mariage, une déconnexion silencieuse même avec quelqu'un à ses côtés. Être seule était ce qu'elle ressentait maintenant. Une compagnie riche et paisible avec elle-même. Elle ne haïssait pas Marc. En fait, elle pensait rarement à lui. Le haïr aurait été maintenir un lien, et elle était trop occupée à couper tous les ponts avec son passé. Elle apprit la leçon la plus difficile et la plus importante de toutes. Parfois, la vie que vous avez si soigneusement planifiée doit être complètement détruite pour que la vie que vous êtes vraiment né pour vivre puisse enfin commencer. La douleur de ce jour à l'hôtel n'était pas une punition, c'était une naissance, et la femme qui était née là était plus forte, plus sage et surtout libre. L'histoire de Chloé est un puissant rappel que la fin d'un chemin peut être, en réalité, le véritable début de notre voyage le plus important. C'est la preuve que notre plus grande force ne réside pas dans le fait de ne jamais tomber, mais dans le courage que nous découvrons en nous pour nous relever plus sages et plus fidèles à qui nous sommes vraiment. Chacun de nous fait face à des moments où la réalité que nous connaissions s'effondre. Et c'est à ces moments-là que nous avons la chance de reconstruire quelque chose de beaucoup plus fort et plus vrai sur une nouvelle fondation. Celle de l'amour-propre et du respect de notre propre vérité. Maintenant, nous voulons vraiment entendre votre voix. Quelle partie du voyage de Chloé vous a le plus touché? Était-ce la douleur de l'humiliation, le retournement de situation avec une aide inattendue ou la paix qu'elle a trouvée en recommençant? Laissez votre commentaire ci-dessous en nous racontant quelles leçons vous tirez de cette histoire. Si vous croyez au pouvoir de la résilience et que la vérité est toujours le meilleur chemin, même si c'est le plus difficile, commentez avec la phrase « La vérité libère ». Remplissons les commentaires de ce puissant message de force. Si cette histoire vous a inspiré ou vous a fait penser à quelqu'un qui a besoin d'un souffle d'espoir, ne la gardez pas pour vous. Partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux ou avec cette personne spéciale. Parfois, une histoire est le coup de pouce dont quelqu'un a besoin pour trouver le courage de tourner la page. Et bien sûr, si vous aimez les histoires qui touchent l'âme, réchauffent le cœur et nous font réfléchir, n'oubliez pas de laisser votre j'aime. Et le plus important, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Votre présence ici est ce qui nous motive.